J'espère que vous allez bien. On va continuer donc le TD que certains d'entre vous étaient peut-être déjà là la semaine dernière. Donc on va continuer le TD de la semaine dernière. Hop, pardon, je vais vous mettre surtout cette fenêtre pour vous qui vous intéresse. Voilà, c'est bon, vous voyez bien, on ne voit pas trop mal. Ok. Alors, j'espère que vous avez pu suivre au minimum le cours en distanciel qui vous avait été proposé la semaine dernière. Je pense que vous aviez un TD, ceux qui n'étaient pas là, en distanciel fait par votre enseignant. Et puis, si vous avez eu le temps de voir la vidéo sur YouTube pour voir un petit peu comment on avait avancé dans le groupe 4, sachez donc que chaque semaine, je vais essayer de mettre ces vidéos à disposition. Donc, la semaine dernière, on avait, enfin en tout cas ceux qui étaient là, avaient traité les exercices 1 à 5. Donc, je ne vais pas revenir dessus, je vais enchaîner. Et on avait commencé, et ça je vais continuer, on avait commencé l'exercice 8, mais étant donné que l'exercice 8 c'est un gros morceau quand même, je ne vais pas tout de suite commencer par l'exercice 8, donc je vais le mettre de côté pour le moment, et on va parler un petit peu d'autre chose. Par exemple, on peut commencer par l'exercice 6, pour revoir un petit peu les relations, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ou peut-être l'exercice, attendez, je vais peut-être plutôt faire l'exercice 10, voilà, l'exercice 10 il n'est pas trop compliqué. Donc, vous avez une relation qu'on vous donne. Donc, je vous rappelle, une relation, vous avez un ensemble d'éléments. Ici, l'ensemble d'éléments, c'est 0, 1, 2, 3, 4. On vous le donne au tout début de l'exercice. Donc, on vous le donne ici. Hein. Voilà. Et puis, une relation, c'est quoi? C'est mettre ensemble des paires d'éléments pour dire qu'elles respectent la relation. Donc les relations, vous en avez déjà vu bien avant qu'on vous les introduise en logique. Vous avez vu les relations d'égalité, les relations d'inégalité. Donc vous êtes capable de dire, par exemple, un couple d'entiers s'ils sont reliés entre eux par la relation inférieure ou égale. Par exemple, est-ce que le couple d'entiers 3, 5 est relié entre eux par la relation inférieure ou égale? Oui. Oui, parce que 3 est inférieur ou égal à 5. Est-ce que le couple d'entiers 8, 6 sont reliés entre eux par la relation inférieure ou égale? Non, parce que 8 n'est pas inférieur ou égal à 6. C'est 6, 8 qui est relié entre eux. Donc c'est pour ça qu'une relation, on peut la représenter par l'ensemble des couples d'entiers qui respectent la relation. Donc ici, c'est ce qu'on fait, l'exercice 10. On vous donne un ensemble de couples d'entiers. Donc vous l'avez, c'est R. Et c'est ça qui représente la relation. Alors évidemment, la relation inférieure ou égale sur les entiers, si on la représentait comme ça, quel serait le problème? Si on essaie de représenter tous les couples d'entiers qui sont inférieurs ou égaux, l'un, le premier inférieur ou égal à l'autre, est-ce qu'on pourrait représenter ça de cette façon? Il y en a trop, il y en a une infinité en fait, donc vous ne pourriez pas, effectivement. Donc là, c'est des petits exemples pour jouer, je dirais, mais après, quand vous travaillez sur des ensembles d'entiers, etc., vous ne représentez plus les choses de cette façon, vous les représentez un petit peu différemment. Ok, donc voilà R, et on se pose la question de savoir si c'est une relation d'ordre. Alors les relations, elles ont 4 caractéristiques possibles. Elles ne les respectent pas forcément toutes, hein. Mais en tout cas, il y a 4 propriétés qu'on a posées. Est-ce que vous savez lesquelles ce sont, ces propriétés? Réflexive. Vous pouvez me dire ce que ça veut dire, réflexive? Je connais la définition, mais je ne pourrais pas vous... du coup, en fait, c'est x, r, x, enfin, x relation x. Voilà. Ça veut dire en fait que pour tout x de votre ensemble, il faut que x soit en relation avec lui-même. Alors, est-ce que la relation strictement inférieure, elle est réflexive? Non. Est-ce que la relation inférieure ou égale, elle est réflexive? Oui. Voilà, pour tout x, en tout cas sur les entiers, hein, même sur les réels, pour tout x des entiers, pour tout entier, on a bien x inférieur ou égal à x. C'est ça, réflexif. Une relation est réflexive si x est en relation avec lui-même. Donc inférieur strict n'est pas une relation réflexive, parce que pour tout entier, vous n'avez d'ailleurs jamais x en relation avec lui-même. OK? Très bien. Alors ensuite, après réflexif, qu'est-ce qu'on a d'autre? Symétrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire symétrique? Voilà. Donc, ça veut dire que si vous avez le couple XY, vous aurez le couple YX. Alors, est-ce que inférieur ou égal, elle est symétrique? Non, parce que vous avez plein de couples X en relation avec Y, donc X inférieur ou égal à Y, et vous n'avez pas Y inférieur ou égal à X. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de relation symétrique? C'est pas facile, mais bon, il en existe, mais c'est parce qu'elles sont un petit peu
un petit peu truquée, je dirais. Alors, vous avez la relation égale, en fait, parce que comme elle est réflexive, comme vous avez XRX, et que c'est les seuls qui sont dans votre ensemble, eh ben forcément, vous avez la symétrie. Mais c'est vrai que trouver une relation usuelle comme ça, qui est symétrique, ce n'est pas très très facile. Souvent, on a des relations d'ordre, donc il n'y a pas de symétrie. Qu'est-ce que vous avez d'autre que la symétrie? Vous avez l'antisymétrie. Alors, c'est quoi l'antisymétrie? Oui? L'antisymétrie, si x est en relation avec y et y en relation avec x, alors y égale à x. Ok, est-ce que vous pouvez me le paraphraser un petit peu, juste me dire si x est en relation avec y, qu'est-ce que ça nous permet de dire sur y et x? Alors, juste si on... Non, pas... je veux dire, si x est en relation avec y, qu'est-ce qu'on peut dire en général sur le couple y-x? Ils ne sont pas en relation. C'est ça l'antisymétrie. La symétrie, c'est de dire si x est en relation avec y, y est en relation avec x. L'antisymétrie, c'est dire si x est en relation avec y n'est pas en relation avec x, à moins qu'ils soient tous les deux égaux. Et donc, dans ce cas-là, c'est x en relation avec lui-même. C'est ça vraiment l'antisymétrie, c'est de dire, la symétrie, c'est de dire si on a l'un, on a l'autre, et l'antisymétrie, c'est de dire si on a l'un, on n'a pas l'autre, justement. Mais c'est vrai que mathématiquement, on le définit comme si x est en relation avec y et y est en relation avec x, à ce moment-là, y est égal à x. Mais une autre façon de dire, c'est de dire si x est en relation avec y et que x n'est pas égal à y, alors on n'aura pas y en relation avec x. Alors, est-ce que vous connaissez une relation antisymétrique? Ça, par contre, vous en connaissez une. Inférieure stricte. Elle est antisymétrique, puisque si vous avez x strictement inférieur à y, vous n'aurez pas y strictement inférieur à x. C'est impossible. Par contre, une qui n'est pas antisymétrique, c'est inférieur ou égal. Parce que elle, vous pouvez avoir... non, pardon, elle est antisymétrique, effectivement, inférieur ou égal, excusez-moi. Elle est antisymétrique parce que si vous avez x inférieur ou égal à y, vous pouvez avoir y inférieur ou égal à x, mais à la condition que y et x sont égaux, en fait. Voilà. Donc inférieur ou égal, elles sont antisymétriques. Et enfin, la dernière, la moins rigolote, la transitivité. Ça veut dire quoi? C'est quoi la transitivité? Voilà. Si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Est-ce que vous pouvez me donner une relation qui est transitive? Comment? Alors l'addition, ce n'est pas une relation, c'est une opération. Là, par contre, il faut bien comprendre qu'une relation, une opération, c'est quelque chose qui prend deux éléments et vous produit un nouvel élément de votre ensemble. Une relation, c'est quelque chose qui prend deux éléments et vous produit un booléen pour dire si vrai ou faux ils sont en relation. Vous pouvez voir ça comme ça d'un point de vue informatique. Alors, une relation transitive. Ok, inférieur ou égal, strictement inférieur, multiple 2. La relation divisible par, tout à fait, parce que si x si x est divisible par y, donc on dit notre relation x en relation avec y, ça veut dire x divisible par y. Si x est divisible par y et y est divisible par z, ça veut dire que x il est divisible par z aussi. Voilà, donc là vous en avez pas mal en fait des transitives. Ok. Alors maintenant on va faire l'exercice 10 et on va se poser la question ici. Donc, on va y aller comme ça. Voilà. Hop. Je vérifie juste que l'enregistrement ne s'est pas arrêté, l'enregistrement de la voix, sinon ce serait bien triste. Et c'est parfait, il ne s'est pas arrêté. On va donc lui faire confiance pour continuer jusqu'à la fin. Ok, alors la question c'est de savoir si c'est une relation d'ordre. Alors pour savoir si c'est une relation d'ordre, je vous rappelle que vous avez votre cours et que votre cours définit les relations d'ordre. Hop, ensemble ordonné, c'est pas ça. Relation binaire, preuve par induction, nanana, nanana. Ok, c'est ça une relation d'ordre. Une relation d'ordre, donc c'est la définition 5 qu'il faut décrypter un petit peu, mais il faut qu'elle respecte ces trois propriétés, c'est-à-dire réflexive, transitive et antisymétrique. Ça, c'est une relation d'ordre. Okay. Une relation d'ordre totale, ça veut dire que c'est une relation d'ordre, mais qu'en plus, quelles que soient les deux paires d'éléments que vous preniez dans X, vous en avez
toujours l'un en relation, enfin, quelle que soit la paire d'éléments que vous preniez, x et y, vous avez soit x en relation avec y, soit y en relation avec x. C'est-à-dire que toute paire d'éléments peut être mise dans un sens ou dans l'autre en relation. Mais là, pour le moment, on va regarder juste relation d'ordre. Donc, relation d'ordre, réflexive, transitive, antisymétrique. Alors, on va se poser la question. Hop, c'est pas ça, c'est ça. On va se poser la question donc, de savoir si R, ici, c'est une relation d'ordre. Alors, la question, c'est de savoir si elle est réflexive. Est-elle réflexive, cette relation d'ordre? Elle l'est. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi elle l'est? Oui? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est bien une relation d'ordre. Pour tout x de votre ensemble, vous avez xrx. Donc, en effet, oui. Car pour tout x appartenant à votre ensemble de départ, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, on a bien x appartient à R. D'accord? Si je n'avais pas 4, 4, si je l'enlevais celui-là, est-ce que ce serait une relation réflexive? Non, effectivement, parce qu'il faut vraiment, pour savoir si une relation est réflexive, aller regarder votre ensemble de départ. Contrairement à symétrique et antisymétrique et transitive, vous n'avez pas besoin d'aller regarder l'ensemble de départ, vous regardez juste les ensembles de votre relation. Mais pour réflexive, il faut regarder qu'est-ce qui constitue votre ensemble de départ et il faut que chaque élément de l'ensemble de départ soit en relation avec lui-même. Donc celui-là, il faut tout le temps connaître bien l'ensemble de départ. OK. Donc le deuxième point, c'est la symétrie. C'est l'antisymétrie, pardon. Oui, ça vaut mieux. L'antisymétrie. Je prends mes petits corrigés en même temps. Alors, l'antisymétrie. Est-ce qu'elle est antisymétrique? Est-ce que quand vous avez xy, vous êtes garanti de ne pas avoir yx? Elle est antisymétrique? Alors, on est d'accord, c'est ce que j'avais noté aussi. Alors, vous avez effectivement, vous avez des fois x en relation avec y et y en relation avec x. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que x est égal à y. C'est les seuls cas où on a. Et donc ça, c'est exclu de l'antisymétrie. L'antisymétrie, c'est quand on considère un x et un y différents, si on a x en relation avec y, on ne doit pas avoir y en relation avec x. Et ici, donc celui-là, il ne s'applique pas, on ne le regarde pas parce que x et y sont égaux. 0, 1, ben on va regarder est-ce qu'on a 1, 0, on ne l'a pas, donc tout va bien. 0, 2, est-ce qu'on a 2, 0? Non, donc tout va bien. 1, 1, on ne le considère pas parce que là, les deux sont égaux. 1, 2, est-ce qu'on a 2, 1? Ben non, donc tout va bien. 2, 2, on ne le considère pas parce qu'ils sont égaux. 3, 3, pareil. 3, 4, est-ce qu'on a 4, 3? Non. Et 4, 4, on ne le considère pas. Et donc, on a passé en revue tous les éléments de la relation et on a vu qu'il n'y en avait aucun qui brisait la règle d'antisymétrie. Donc, la relation est antisymétrique. Oui, alors vous pouvez dire, car pour tout x, y appartenant à 0, 1, 2, 3, 4 au carré, parce que c'est une paire, x différent de y et xy appartient à R implique yx n'appartient pas à R. Parfait. Alors, maintenant, le plus difficile, c'est la transitivité. Alors celui-là, il est casse-pied parce que ça demande un peu plus de gymnastique pour savoir si la relation d'ordre est transitive. Alors ça, je vais le recopier. Hop, hop, hop. Je regarde juste si, excusez-moi. Bonjour. C'est bon, rien n'est coupé ici. Parce que l'enregistrement de la semaine dernière avait été légèrement coupé sur le bas. Voilà. Et ça, j'enlève comme ça. Alors, si je ne touche pas, ça doit disparaître. Alors, hop.
Donc on va se poser la question, est-ce qu'elle est transitive? Alors transitive, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut faire une petite gymnastique. Il va falloir considérer des paires d'éléments, tels que le deuxième élément de la première paire est égal au premier élément de la deuxième paire. Alors je vous explique. Déjà, pour transitive, vous ignorez tous les éléments de type XX. Vous les laissez tomber, ceux-là. Donc celui-là, on l'ignore. Celui-là, on l'ignore. Celui-là, on l'ignore. Celui-là, on ignore. Et celui-là aussi. Bon, il ne nous en reste plus beaucoup. Maintenant, vous prenez la première paire, 0, 1. Et vous allez voir s'il n'y a pas une autre paire quelque part qui commence par 1. Alors, est-ce qu'il y a une autre paire qui commence par 1? Oui, il y a 1, 2. Donc, si, comme 0, 1 fait partie de la relation et 1, 2 fait partie de la relation, si elle était transitive, qu'est-ce qui devrait faire partie de la relation? 0, 2. Est-ce que 0, 2 fait partie de la relation? Oui, donc c'est bon. Vous arrêtez de scanner 1, 2 et vous passez à l'élément suivant en gardant 0, 1. Donc vous avez 0, 1 et maintenant on va passer à 3, 4. Ce n'est pas la même chose, donc on peut s'arrêter. Donc on a scanné tout ce qu'on pouvait pour 0, 1 et tout va bien pour 0, 1. On passe maintenant à 0, 2 et on va chercher d'autres éléments qui commencent par 2. Donc 0, 2, est-ce qu'on a d'autres éléments qui commencent par 2? Non. Donc 0, 2, c'est bon, c'est vérifié. Il n'enfreint pas la règle de transitivité. Maintenant, on va prendre 1, 2. Est-ce qu'on a d'autres éléments qui, eux, commencent par 2? Non. Qu'on n'aurait pas déjà scanné? Non. Alors, si, des fois, vous pourriez en avoir en revenant en arrière. C'est-à-dire, vous devez aussi scanner les éléments que vous avez déjà regardés, parce que des fois, ceux-là peuvent commencer par l'élément par lequel se termine celui que vous scannez. Donc, il faut aussi garder un œil sur ce que vous avez déjà scanné. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et enfin, pour 3, 4, vous regardez tout ce que vous avez déjà scanné, 0, 1, 0, 2, 1, 2, rien ne commence par 4, donc c'est bon aussi. Donc, rien n'enfreint la règle de transitivité, donc la relation est transitive. Donc, transitivité, oui. Car pour tout x, y, z appartenant à 0, 1, 2, 3, 4, cette fois-ci au cube, vous avez xy appartient à R et yz appartient à R, implique quoi? Comment? Ça implique quoi ce que j'ai commencé à écrire? Que x. Que voilà, x est en relation avec z. Ça, c'est la transitivité. OK. Très bien. Alors, ensuite, on nous demande de lister l'ensemble des parties filtrantes de 0, 1, 2, 3, 4, R. Alors, avant de lister l'ensemble des parties filtrantes de 0, 1, 2, 3, 4 de votre relation, vous allez voir, on va regarder le diagramme de Haas d'une relation. Alors, le diagramme de Haas, donc ça consiste en fait à représenter graphiquement l'ordre entre vos éléments. Vous allez représenter les éléments de façon verticale. Okay, les éléments du bas, en général, sont ceux à gauche dans la relation, et les éléments du haut sont ceux à droite dans la relation. On fait ça en général pour une relation d'ordre, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez représenter par un trait qui monte le fait que, entre x et y au-dessus, le fait que x est en relation avec y. Alors, on va le faire. Vous commencez par prendre le... Alors, pour le moment, on va s'intéresser qu'aux éléments x, y, tels que x est différent de y. Les autres, on verra après, hein, ce n'est pas très, très important. Donc là, par exemple, on a 0 en relation avec 1. Donc, on va mettre 0 vers le bas. On va faire un trait et on va mettre 1 au-dessus. Ça va jusque-là? Alors, ensuite, on a 0 en relation avec 2. Donc, on va mettre 0 toujours en bas, on va refaire un trait et on va mettre 2 aussi au-dessus. Parce qu'on ne sait pas encore vraiment la relation entre 1 et 2. Donc, on ne sait pas lequel est au-dessus de l'autre, ni même s'ils sont comparables dans notre relation. Donc, ensuite, on a 1, 1. Ça, on ignore pour le moment. Donc, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Et maintenant, j'ai 1
2. Donc ça veut dire que qui est au-dessus de l'autre entre 1 et 2? On a 2. Donc en fait, le 2, au lieu de l'associer au 0, je vais l'associer au 1 et je le mets ici. Comme la relation est transitive, le fait que 1 soit en dessous de 2 et que 0 soit en dessous de 1 fait que 0 doit être en dessous de 2 aussi. Donc en fait, vous représentez graphiquement votre relation d'ordre, avec les éléments les plus petits vers le bas et les éléments les plus grands vers le haut. C'est bon? Alors continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 3, 4, et lequel va en dessous de l'autre? 3. Et est-ce que 3 va au-dessus de 2, en dessous de 2, par rapport à, ou en dessous de 1, au-dessus de 1, au-dessus de 0, en dessous de 0, ou en fait rien à voir avec 0, 1, 2? Rien à voir avec 0, 1, 2, en effet. Ça se met à côté et on représente ça comme ça. Voilà. On a aussi 0 en relation avec lui-même, donc vous pouvez faire une petite boucle si vous voulez, mais ce n'est pas tellement nécessaire, puisque en général, un diagramme de Haas, vous le faites pour une relation d'ordre. Une relation d'ordre est réflexive, donc on sait déjà que chaque élément est en relation avec lui-même. Donc ce n'est pas tellement nécessaire de mettre ces petites boucles. Là, vous avez le diagramme de Haas de votre relation. Et grâce à ce diagramme de Haas, vous pouvez voir un petit peu les éléments qui sont comparables les uns par rapport aux autres. Et qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez que vous avez deux sous-ensembles d'éléments comparables. Vous avez les éléments 0, 1, 2 qu'on peut comparer entre eux, et vous avez 3 et 4 qu'on peut comparer entre eux. Mais entre 0, 1, 2 et 3 et 4, il n'y a aucune comparaison possible. On ne sait pas lequel est plus grand que l'autre. OK? Donc vous voyez, si vous devez comparer 1 avec 4, vous n'avez aucune idée duquel est plus grand que l'autre. D'accord? Il faut comprendre que ici, 0, 1, 2, 3, 4, ce sont uniquement des symboles. Hein. Ce n'est pas vraiment les nombres 0, 1, 2, 3, 4 que vous connaissez, c'est juste des symboles. Et on veut ordonner ces symboles. On aurait pu les représenter par des lettres aussi, A, B, C, D, E. OK. Est-ce que vous connaissez des relations comme ça, en vrai, hein, des relations d'ordre, et des fois, il y a des éléments, on ne peut pas les comparer? Alors, en fait, si, hein, par exemple, bon, vous savez que 1, c'est plus petit que 2. Ça, vous êtes sûr. Mais le couple 1-2 et le couple 2-1, lequel est plus grand, lequel est plus petit? Bon, on ne sait pas, en fait. Soit on met une règle spécifique pour dire, ben, quand on compare une paire de points, on compare d'abord la première paire, les deux premiers éléments de la paire, et puis s'ils sont égaux, on compare les deuxièmes éléments de la paire, etc. Mais s'il n'y a pas de règle spécifique, vous ne savez pas vraiment. Et vous ne les comparez pas, en fait. Il n'y en a pas un qui est spécialement plus grand que l'autre. D'ailleurs, si vous les tracez sur un plan, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, en fait. Ils sont sur une diagonale et tout ça. Donc, voilà, vous avez des choses comme ça. Par contre, si maintenant, ça, vous ne représentez plus ça par des chiffres, mais vous représentez ça par des lettres, vous savez que dans la relation d'ordre, A est plus petit que B. Et vous savez que dans le dictionnaire, ben, AB, ça vient avant BA. Quand vous regardez un mot dans le dictionnaire, c'est ce qu'on appelle l'ordre lexicographique, celui où on regarde d'abord les lettres par rapport à leur position. Voilà. Voilà, donc vous avez toutes ces façons d'imaginer une relation d'ordre, etc. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est que, là, sur cet exemple, hein, vous avez vraiment deux ensembles disjoints d'éléments comparables. Et ça va être important pour les parties filtrantes. Alors, une partie filtrante, c'est quoi? Une partie filtrante, en fait, le mot filtrant veut dire que les éléments dedans peuvent être filtrés par rapport à un critère de comparaison. Donc, ça veut dire que les éléments dedans sont comparables. Donc ici, on se pose la question, quels sont l'ensemble des éléments de ça qui sont des parties filtrantes, c'est-à-dire qui sont composées d'éléments comparables? Alors, on va regarder. Est-ce que, par exemple, 0,2, est-ce que le sous-ensemble 0,2, donc de mon ensemble 0, 1, 2, 3, 4, est-ce que dans 0,2, j'ai que des éléments qui sont comparables entre eux? C'est-à-dire, quels que soient les deux éléments... Alors, est-ce que, pardon, ce n'est pas des éléments comparables, c'est des éléments qui peuvent tous se comparer à un troisième élément. C'est ça la définition d'une partie filtrante. Donc, vous l'avez dans votre cours, hein, la partie filtrante. C'est ici. Hop, partie filtrante. Voilà. Une partie de P est filtrante. Si quels que soient les éléments X et Y que vous prenez dans P, vous pouvez trouver un Z qui est plus grand que X et plus grand que Y. En gros, un Z tel que X est en relation avec Z et Y est en relation avec Z. C'est ça une partie filtrante. Donc on a toujours un élément dans notre ensemble qui peut se mettre en relation avec les autres. Alors 0,2. Est-ce que dans 0,2, est-ce que c'est une partie filtrante? Alors, si par exemple je prends 0, est-ce que 0, j'ai un élément dans 0,2
tel que 0 est en relation avec cet autre élément. Ben oui, 2. 0 est en relation avec 2. D'ailleurs, c'est marqué dans mon diagramme de Haas. En fait, je vois tout de suite que dans 0, 2, ben 2 est une espèce de suprémum, c'est-à-dire qu'il est plus grand ou égal que tous les ensembles de 0, 2. Que tous les éléments pardon, de 0, 2. Donc si je prends 0, c'est gagné. Si je prends 2, ben 2, il est aussi en relation avec lui-même. Donc ça marche aussi. Donc dans 0, 2, j'ai bien pour tout xy appartenant à 0, 2, il existe z appartenant à 0, 2. Et ici, en fait, on a z qui est égal à 2. Tel que j'ai x en relation avec z et y en relation avec z. Donc ma relation, en fait, c'est une relation d'ordre, donc je la représente par le symbole inférieur ou égal. Oui? Le diagramme de Haas, ça nous permet de visualiser que quand on a une relation d'ordre ou Oui. Ben, en fait, sinon, si vous n'avez pas une relation d'ordre, les éléments ne sont pas ordonnés. Donc votre diagramme de Haas, de mettre les éléments les uns au-dessus des autres pour représenter une sorte de hiérarchie, ça ne marche plus. Parce que vous pourriez avoir 0 en relation avec 1 en relation avec 2 et 2 en relation avec 0. C'est-à-dire que votre diagramme de Haas, il va avoir des boucles. Et donc, la verticalité ne représentera plus une sorte de hiérarchie. Donc, il sera plus difficile à analyser. Il n'aura plus vraiment d'intérêt. Donc, est-ce qu'on peut essayer de faire une partie non filtrante? Est-ce que vous pouvez essayer de me trouver une partie non filtrante, c'est-à-dire un ensemble d'éléments tel qu'on ne va pas trouver à chaque fois un maximum entre les deux? Ok, 0,4. Est-ce que vous pouvez m'en donner une avec 3 éléments? 0,4,3. Ok, 0,4,3. Alors pourquoi 0,4,3 n'est pas filtrante? Voilà, alors si je prends 4, est-ce que je peux trouver un élément dans 0,4,3 qui est plus grand que 4? Ah ben si, c'est 4 lui-même. Ma relation c'est inférieur ou égal, donc c'est plus grand. Donc j'en ai bien un qui est plus grand, là c'est 4. Si je prends 3, est-ce que j'ai un élément dans 0,4,3 qui est plus grand que... pardon, excusez-moi, il faut que je les prenne par paire. Donc si je prends 4 et 3, est-ce que j'ai un élément qui est plus grand que 4 et que 3? C'est 4. Ok. Si je prends 3 et 0, est-ce que j'ai un élément qui est plus grand que 3 et que 0? Eh bien non, j'en ai pas. C'est surtout c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas, d'après mon diagramme de Haas. Je n'ai pas un élément qui est à la fois plus grand que 3 et plus grand que 0. Donc là, ma partie n'est pas filtrante parce que je suis capable de trouver des paires d'éléments qui n'ont pas eux-mêmes un suprémum, enfin un élément commun plus grand. Donc c'est ça en fait une partie filtrante, c'est que sur votre diagramme de Haas, tous les éléments, vous avez un chemin qui les relie. Et un chemin ascendant, continu. Donc 0,4,3 n'est pas filtrant. Alors reprenons ce diagramme de Haas et essayons de trouver toutes les parties filtrantes. Alors, les parties filtrantes. Par rapport à notre relation, évidemment. Alors, on va essayer déjà d'établir les parties filtrantes par nombre d'éléments. Donc déjà, les parties filtrantes à un élément, vous avez quoi? Alors, vous avez 0, tout simplement. Dans 0, si vous prenez deux éléments dans 0, ce sera quoi les deux éléments que vous prendrez? 0 et 0. Est-ce que vous en avez un troisième dans 0 qui est plus grand ou égal à 0 et plus grand ou égal à 0? C'est 0 aussi. Donc en fait, tous les monômes que vous ferez, enfin tous les singletons pardon, que vous ferez, ce seront forcément des parties filtrantes. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça, ce n'est pas super intéressant. Maintenant, des paires. 0, 0, 1. Est-ce que c'est une partie filtrante? Quand vous prenez 0 et 1, quel troisième élément vous avez qui est plus grand que 0 et 1? 1. C'est 1. Très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre que 0, 1? 0, 2. Qu'est-ce que vous avez d'autre que 0, 2? 1, 2. Qu'est-ce que vous avez d'autre que 1, 2? 3, 4.
Est-ce que vous en avez d'autres? Voilà, on a tout fait. Vous avez ça, c'est tout. Si je prends par exemple 3, 1, ben, ça ne marche pas, parce que 3, 1, je ne veux pas trouver un troisième élément dans 3, 1 qui soit supérieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 1. Il n'y en a pas. Par rapport à ma relation d'ordre. Supérieur ou égal, c'est ma relation d'ordre que j'ai établie. Donc, ce n'est pas le supérieur ou égal que vous utilisez habituellement. C'est la relation qui est définie par ces éléments qu'on a mis tout en haut. C'est ça le supérieur ou égal qu'on considère. Comme c'est une relation d'ordre, on va la représenter à chaque fois par le symbole supérieur ou égal, mais comprenez bien que ce n'est pas le supérieur ou égal classique. C'est le supérieur ou égal qu'on a défini avec notre relation R. Ça va pour tout le monde, ça? Oui, c'est clair? Ça n'a pas l'air d'être clair ici. Si, c'est bon? Ok. Maintenant, 3 éléments. 0, 1, 2. Ok. Il y en a d'autres à 3 éléments? Non. 4 éléments? Il n'y en a pas. Et donc, s'il n'y a pas 4 éléments, est-ce qu'il peut y avoir 5 éléments? Non, parce que s'il y avait 5 éléments, on prendrait un sous-ensemble de ces 5 éléments et ça nous ferait nos 4 éléments qui seraient une partie filtrante. Donc, en fait, à partir du moment où vous n'en trouvez plus à une certaine taille, vous pouvez arrêter de chercher sur les tailles plus grandes. Et ben c'est bon, ça. On a fait l'ensemble des parties filtrantes. Alors, est-ce que vous avez bien ressenti ce que c'était qu'une partie filtrante? Oui. Donc, il faut, à chaque fois, dans une partie filtrante, prendre 2 éléments de cet ensemble et il faut qu'à chaque fois, toute paire soit comparable. Comment on ferait pour rendre cette relation, faire en sorte que tout sous-ensemble soit une partie filtrante? Est-ce qu'il y a moyen? Alors, si vous rajoutez une relation entre 2 et 3, donc vous mettez ça? Ok. Est-ce que ça, dans ce cas-là, ça le rend filtrant? Alors, voilà. Si vous avez, par exemple, 2, 3. Alors, 2, 3, est-ce que c'est une partie filtrante? Oui, c'est une partie filtrante, hein, parce que vous prenez 2 et 3, vous avez 3 qui est plus grand ou égal à 2 et plus grand ou égal à 3. Donc là, c'est une partie filtrante. Si vous avez 2, 4, eh bien non. 2, 4, là, ce n'est pas une partie filtrante, parce que si vous prenez 2, 4, vous ne savez pas lequel est en relation avec lequel. Vous savez que 2 est en relation avec 3, que 3 est en relation avec 4, mais vous n'avez pas de relation entre 4 et 2. Donc ça, ce n'est pas une partie filtrante. Si je fais ça, oui? Pour 2 et 4, vu qu'on sait qu'il est répétitif, donc si 2 est inférieur à 3 et 3 est inférieur à 4, donc on sait que 2 est inférieur à 4. Vous voulez dire transitive? Transitive. Eh bien, en fait, non, regardez. Là, comme je le dessine de cette façon, étant donné que 3 est en dessous de 2, c'est 3 qui est plus petit que 2, ce n'est pas 2 qui est plus petit que 3. Donc, j'ai 3R2 et j'ai 3R4. Ça ne me permet pas d'appliquer la transitivité. Il faudrait que j'ai 2R3. Et effectivement, si j'avais 2R3, dans ce cas-là, mon diagramme de Hasse, ce serait juste une droite verticale. Et là, tout irait bien. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, j'ai bien 3 qui est en dessous de 2 sur ma verticalité. Donc, je sais que 2 est plus grand que 3. Je sais que 4 est plus grand que 3. Mais entre 4 et 2, je ne sais pas lequel est plus grand. Alors maintenant, si je fais si je fais ça, est-ce que j'ai résolu le problème pour 2, 4? Pour 2, 4, j'ai résolu le problème. Pour 2, 4, j'ai maintenant, dans 2, 4, lequel est le plus grand? 2. En fait, dans 2, 4, je peux prendre à chaque fois 2 et ce sera plus grand que 2 et plus grand que 4. Donc tout va bien. Mais est-ce que pour autant, tous mes sous-ensembles, toutes mes parties possibles, est-ce qu'elles sont filtrantes? Non. Laquelle n'est pas filtrante, par exemple? 2, 3. Alors 2, 3, je ne suis pas d'accord, elle est filtrante. Oui, tout à fait, elle est filtrante par transitivité. Parce que je sais que, comme 3 est en relation avec 4 et 4 est en relation avec 2, 3 est en relation avec 2. Et donc je sais que si j'ai ici donc 2, si j'ai 2, 3, ben, j'ai 2 en fait qui est plus grand que 2 et plus grand que 3. Ça, il n'y a pas de souci. Alors 3 et 4, pas de souci non plus. 1 et 4. Alors 1 et 4, voilà, nous pose problème. 1 et 4 nous pose problème, pourquoi? Pourtant, ils ont bien un maximum commun, c'est lequel? C'est 2. Mais 2 ne fait pas partie de mon ensemble. La définition de ma partie filtrante, c'est que l'élément qui est plus grand, il doit être dans ma partie filtrante aussi.
Si vous regardez bien ici, voilà. Il faut que vous ayez un majorant Z qui appartienne aussi à votre partie filtrante A pour dire que votre partie est filtrante. Donc il faut que votre majorant soit dans votre partie filtrante. Or, votre majorant, là, c'est 2 et il n'est pas dans 1, 4. Donc, ce n'est pas filtrant. C'est ça le piège. Il faut bien comprendre que votre majorant doit être dans votre partie filtrante. D'accord? Voilà. Donc en fait, en tout cas, si vous aviez ça, comme diagramme de Hasse, ben là, vous êtes garanti que tout sous-ensemble que vous prenez, vous avez un majorant. Là, vous êtes tranquille. Mais ce n'est pas ça notre diagramme de Hasse. Donc. Ok, alors je retire ça. Parce que ça, c'était juste pour s'exercer. Et vous avez vu vos parties filtrantes. Bon. Alors, on va peut-être pouvoir faire, c'est parfait, on va pouvoir faire la même chose, hein, parce qu'on aime bien faire la même chose, sur l'exercice 11. Alors, l'exercice 11, le voici, le voilà. Encore une petite relation. Ah, et en plus, il a une étoile, donc il faut absolument le faire. Voilà. Bon, eh ben on se pose la question, est-ce que c'est une relation d'ordre? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit une relation d'ordre? Très bien. Alors, réflexive. Est-ce que c'est réflexif? Pourquoi? Donc, on a 0, 0, on a 1, 1, on a 2, 2, on a 3, 3, on a 4, 4 et on a 5, 5. Donc, je ne réécris pas les choses, mais en tout cas, oui, elle est réflexive. Donc, on doit avoir réflexive, on doit avoir antisymétrie. Hop là, comment j'écris ça? Alors, l'antisymétrie. Déjà, qu'est-ce qu'on élimine de notre étude dans l'antisymétrie? Voilà, on élimine tous les XX. Donc 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 et 5, 5. Le jour du contrôle, faites ce genre de choses, hein. Faites vraiment votre relation, commencez à rayer les éléments qui ne vous intéressent pas, faites-le au crayon, parce qu'après il faudra le réeffacer pour les reprendre, etc. Et après, commencez à éliminer les éléments un par un. Alors, si on a 0, 1, enfin non, c'est pas si on a, c'est on a 0, 1, donc qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir pour qu'elle soit antisymétrique? 1, 0. Est-ce qu'on a 1, 0? Non, donc ça check. 0, 2, qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir? 2, 0. Est-ce qu'on a 2, 0? Tout va bien. 0, 5, qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir? 5, 0. Est-ce qu'on a 5, 0? Non. 1, 2, qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir? Est-ce qu'on a 2, 1? Non. 3, 4, qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir? Est-ce qu'on a 4, 3? Non. Et enfin 5, 2, qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir? 2, 5. Et on ne l'a pas. Alors de toute façon, une fois arrivé au dernier élément, vous n'avez même pas besoin de le regarder, puisque le dernier élément, s'il y avait son antisymétrique qui était là, vous auriez déjà trouvé, en scannant son antisymétrique avant, vous auriez vu le dernier élément. Donc en général, le dernier élément, vous n'avez même pas besoin de le scanner. En tout cas, antisymétrique, c'est oui. Et enfin, le moins sympa, transitive. Alors, transitive, hop, hop, hop. Voilà. Alors, transitive. Vous avez, on va regarder déjà 0, 1. Donc 0, 1, qu'est-ce qu'on a d'autre qui commence par 1? 1, 2. Donc qu'est-ce qu'on doit avoir? 0, 2, c'est bien le cas. Est-ce qu'on a autre chose qui commence par 1? Non. Donc 0, 1, c'est bon. Je vais mettre un petit check rouge parce qu'il faut le garder dans notre scan. Maintenant, je passe à 0, 2. Oups. Alors 0, 2, est-ce qu'on a des choses qui commencent par 2? Non. Donc 0, 2, c'est bon aussi. 0, 5, est-ce qu'on a des choses qui commencent par 5? Nous avons 5, 2. Donc si on a 0, 5 et 5, 2, qu'est-ce qu'on doit avoir? 0, 2. Est-ce qu'on a 0, 2?
Oui, mais avant, vous voyez, c'est donc bien important de bien regarder hein, quand on scanne les éléments qu'on a déjà scannés. Donc on a 0,2, donc tout va bien. Donc est-ce qu'on a autre chose qui commence par 5? Non. Donc c'est bon. 1, 2. Alors 1, 2, est-ce qu'on a d'autres choses, des choses qui commencent par 2? Non, donc c'est bon. 3, 4, est-ce qu'on a des choses qui commencent par 4? Non. Et enfin 5, 2, est-ce qu'on a des choses qui commencent par 2? Non. Donc c'est tout bon. Elle est bien transitive. Donc comme c'est une relation d'ordre, qu'est-ce que je peux faire? Un diagramme de Haas, voilà. Donc déjà, lequel je vais mettre en bas? 0. Ensuite, au-dessus, comme j'ai 0, 1, je vais mettre quoi au-dessus? Je vais mettre 1. Comme j'ai 0, 2, qu'est-ce que je mets au-dessus, mais en diagonale? Le 2. Mais comme j'ai 0, 5, qu'est-ce que je mets au-dessus, mais en diagonale aussi? Le 5. Voilà comment. Alors, le diagramme de Haas, de toute façon, vous le faites au crayon, hein, parce que vous allez à chaque fois revenir, modifier des choses. Bon, on continue. 1, 1, on s'en fiche. Et là, on découvre 1, 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 2, et en fait, on ne va plus le relier au 0, mais on va le relier avec le 1. Voilà. 2, 2, on laisse tomber. 3, 3, on laisse tomber. On a 3, 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À côté, on met 3 et on met 4. OK. Donc, on a 4, 4. On a 5, 5. Et on a 5, 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pardon? Au-dessus du 2. Ah, attention, c'est 5, 2 qu'on a, ce n'est pas 2, 5. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement les relier par un trait. Et on n'a aucun moyen de savoir entre 1 et 5, ou 5 et 1, lequel est plus grand, parce qu'on n'a aucune comparaison. Donc, voilà votre diagramme de Haas, en fait. Vous avez de nouveau deux composantes, enfin deux sous-ensembles hein, d'éléments qui sont complètement incomparables. Et vous voyez qu'entre 5 et 1, déjà, vous n'avez pas de comparaison. Donc maintenant, on doit lister l'ensemble des parties filtrantes. Alors, l'ensemble des parties filtrantes. Qu'est-ce que l'on a pour commencer comme ensemble à un élément? Voilà, tous les singletons possibles, ça passe. Donc vous avez 0, 1, etc. jusqu'à 5, vous les avez tous. Maintenant, on va regarder les paires. Alors, qu'est-ce que vous avez comme paire qui soit filtrante? Déjà, est-ce que vous pouvez me donner une paire non filtrante? 5, 1, c'est une paire non filtrante, parce qu'entre 5 et 1, ben, vous ne pouvez pas trouver soit 5, soit 1 qui soit plus grand. Une autre paire non filtrante? 1, 4 aussi. Ok, très bien. Donc, paire filtrante, excusez-moi, on m'avait proposé quoi? 0, 1. Qu'est-ce que vous avez d'autre? 1, 2. 0, 5. C'est tout? Et 0,2. Alors c'est rigolo, mais en fait c'est logique. Tous les éléments, toutes les parties filtrantes à deux éléments, en fait c'est les couples de votre relation. Vous laissez tomber les XRX, mais tous ceux qui ne sont pas de type XRX, eh ben, ça vous donne les parties filtrantes à deux éléments. C'est obligé, hein, parce que de toute façon, comme ils sont en relation directement, ben, forcément ils forment une partie filtrante. Et une partie filtrante à deux éléments, ben, c'est censé être, étant donné que la relation est transitive et tout ça, ben, c'est censé être un élément directement de votre relation. Vous pouvez vérifier, vous avez la même chose sur l'exercice d'avant. Les parties filtrantes, donc à deux éléments, vous avez 0, 1, 0, 2, 1, 2, 3, 4.
Et là, vous aviez 0, 1, 0, 2, 1, 2, 3, 4, si vous regardez. Donc en fait, à deux éléments, vous recopiez votre relation. Vous éliminez tous les x, r, x, vous reprenez juste les x, r, y que vous avez dans votre relation. Alors maintenant où ça devient plus rigolo, entre guillemets, c'est à trois éléments. Là, par contre, il faut commencer à réfléchir. Alors 0, 1, 2, ça je suis d'accord. 0, 5, 2. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que 0, 5, 1? Non. Ben non, 0, 5, 1, ce n'est pas une partie filtrante parce que 5 et 1, il n'y a aucun élément dans 0, 5, 1 qui soit plus grand que 5 et plus grand que 1. Donc vous le laissez tomber. Mais il en reste un autre. 1, 2, 5. Celui-là, par contre, il fonctionne. Parce que dans 1, 2, 5, quelle que soit la paire que vous prenez, lequel sera plus grand? C'est 2. Par contre, 5, 0, 1, non. Il aurait un minimum, hein, si on voyait ça comme un minimum, mais là, on regarde juste une relation, c'est inférieur ou égal. Et on veut donc un suprémum, et il n'en a pas. Je crois que c'est tout. Hein. 1, 2, 3, c'est tout. Est-ce que vous en avez à 4 éléments? C'est pas parce que je fronce les sourcils qu'il n'y en a pas. Hein. 0, 5, 1, il en faut 4. Hein. 0, 5, 1, 2. OK. 0, 1, 2, 5. C'est une partie filtrante, oui. Non, non, du tout. Quand vous énoncez, non. Par contre, il ne faut pas de répétition parce que c'est un ensemble. Donc, il ne faut pas écrire 0, 2, 2. 0, 2, 2, c'est 0, 2. Mais l'ordre, non, en fait, parce que ce sont des symboles. Mais comprenez que 0, 1, 2, c'est la même chose que 0, 2, 1 dans ce cas. Donc 0, 1, 2, 5, eh ben, c'est une partie filtrante. Parce que quelles que soient les paires que vous preniez là-dedans, ils sont forcément tous les deux plus petits que 2. Donc, 0, 1, 2 et 2, ça fait partie de votre partie filtrante. OK. Est-ce que vous en avez à 5 éléments? Non. Là, par contre, il n'y en a pas. Et voilà, vous avez terminé l'exercice 11. C'est clair pour tout le monde? Ben, écoutez, si c'est clair, c'est parfait. Donc, ben là, c'était l'exercice 11. On va changer d'exercice. Alors, donc, nous avons fait exercice 10, exercice 11. Alors, rapidement, l'exercice 7. L'exercice 7, c'est juste pour revoir un petit peu la monotonie avec vous. Donc ça, je ne vais pas rédiger de façon très formelle, mais c'est histoire de voir si vous êtes bien au courant d'une fonction monotone. Donc, vous savez, une fonction monotone, en fait, dans la définition que vous avez, c'est plutôt une fonction croissante d'ailleurs. Mais une fonction monotone, c'est une fonction qui est, vous vous rappelez votre définition de terminal? Soit croissante, soit décroissante. Tout le temps. Et elle ne change pas de caractère. OK. Alors, est-ce que x donne x plus 1, alors ici, la monotonie telle que vous l'avez vue en définition dans votre cours, mais c'est la monotonie sur des... non, c'est aussi sur des fonctions, oui. Alors, la monotonie telle que vous l'avez vue, c'est plutôt la croissance, que je retrouve votre définition de monotonie. C'est pas ça... Eh bien, c'est là. Voilà. La fonction est monotone si x inférieur ou égal à y implique f de x inférieur ou égal à f de y. Donc là, c'est plutôt, la fonction monotone, c'est plutôt vu comme une fonction croissante sur cette définition. Alors, je reviens là. Donc, est-ce que x donne x plus 1? C'est monotone, c'est-à-dire croissant. Oui, elle est croissante. OK. Est-ce que x... Donc, on est sur l'ensemble des réels. Hein. Est-ce que x donne x carré, c'est une fonction croissante? Non. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Oui. Voilà, moins 2 et 1. On a moins 2 qui est inférieur à égal à 1, mais f de moins 2 n'est pas inférieur ou égal à f de 1. X donne x moins 1. C'est monotone.
Et enfin, x, vous connaissez ce symbole? Voilà, c'est partie entière. Est-ce que partie entière, c'est monotone? Oui, c'est monotone. En fait, c'est une fonction en escalier. Hein. Ça quand vous regardez vos x et vos y, hein, votre y, pardon, je ne sais même pas pourquoi je mets y ou quoi que ce soit, votre f de x. Vous avez tous les trucs, bah là vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3, et vous savez que de 0 à 1, c'est comme ça. Après, hop, ça monte. Puis là, hop, ça monte. Là, hop, ça continue, etc. etc. OK? Donc, par contre, celle-là, elle n'est pas continue. Hein. Elle est bien discontinue parce que, pardon, j'ai fait des petites marches d'escalier, mais j'aurais pas dû. Hein. De là à là, vous n'avez pas une marche verticale. Ça fait comme ça à chaque fois. Elle, on ne peut pas la tracer à main levée, ce n'est pas une fonction continue. Donc en tout cas, elle est bien monotone. Tout va bien. Ça va pour la monotonie? Donc comprenez bien, la monotonie que vous avez dans votre cours, c'est l'équivalent de la croissance que vous avez vu, mais on va vraiment l'étendre à des relations, etc. Parce que ici, on utilise l'ordre usuel inférieur ou égal dans l'exercice, mais des fois, on va vous coller une relation d'ordre non usuelle. Donc on va vous dire, voilà la relation d'ordre, voilà la fonction. Est-ce que c'est monotone? Et donc il ne faut pas considérer l'inférieur ou égal classique. Il faut considérer la bonne définition de la monotonie, si vous voulez, par rapport à votre cours, c'est de dire que si vous avez x en relation avec y, alors vous aurez f de x en relation avec f de y. D'accord? Et l'inférieur ou égal, c'est le R, c'est une relation d'ordre en général, enfin c'est une relation d'ordre, et on le représente en général par un symbole inférieur ou égal. Mais ce n'est pas le inférieur ou égal classique que vous connaissez en général. Ça va? Oui? Si on prend l'ensemble depuis le départ, ce n'est pas celui de la définition. Par exemple, c'est défini sur 1, 0, 1, par contre on prend sur R. La question, est-ce qu'on prend sur R? Alors, vous voulez dire, si on vous donne une relation définie sur 0, 1, et qu'on vous donne une fonction définie sur R? On nous donne une fonction qui est définie sur 0 et 1. Oui. Et la question, est-ce qu'elle est monotone sur R? Alors non, on ne vous le demandera pas parce que si vous regardez votre cours, votre fonction, elle doit être de P dans P. Donc si elle prend les éléments de 0,1, elle doit les renvoyer dans 0,1. Donc on ne va pas vous demander la monotonie sur R, on va vous demander la monotonie sur 0,1. D'accord? Ce sera uniquement pour tous les xy appartenant à P. Et donc si c'est 0,1, votre ensemble P au départ, ce sera uniquement les éléments de 0,1 qu'on va s'intéresser. D'accord? Donc si votre fonction de 0,1, elle envoie sur ailleurs que 0,1, c'est plus une fonction de P dans P. Donc c'est même plus dans le cadre de votre cours et de votre définition. Hop, ok. Donc la monotonie, c'est géré. Ah, l'exercice 6, il est marrant lui. On va le faire aussi rapidement avant d'attaquer l'exercice 8 qui lui est un gros morceau. Alors l'exercice 6, il vous dit, on imagine une relation R qui est transitive et symétrique. Et on vous dit, si elle est transitive et symétrique, alors elle est réflexive, ce qui est faux. Mais pourtant, on vous donne une preuve. On vous dit, c'est facile. Hein. Si elle est transitive, si j'ai x, r, y, et que j'ai y, r, x, j'aurai quoi à ce moment-là? J'aurai x, r, x, si elle est transitive. D'accord? On est d'accord que transitif, pardon, je vais arrêter de noyer cette pauvre petite page, puisque là, en plus, je peux utiliser autant de pages que je veux. Donc, hop, je vais aller gâcher du papier virtuel. C'est copier, c'est ça. Hop, et ensuite... Ok, alors, si elle est transitive, on dit que si on a x, r, y et y, r, x, alors, on a quoi?
XRX. Donc ça, ce n'est pas la définition de la transitivité, c'est l'application, une conséquence de la transitivité. Mais j'ai autre chose. Oups, c'est pas grave, on va juste se caler là-dessus. Ah, dommage, c'est pas grave. J'ai la symétrie. Qui me dit que si j'ai XRY, alors j'ai quoi? J'ai YRX. Donc regardez, j'ai la transitivité qui me dit si j'ai XRY et YRX, alors j'ai XRX. J'ai la symétrie qui me dit si j'ai XRY, alors j'ai forcément YRX. Donc la transitivité, j'ai plus besoin de me dire si j'ai XRY et YRX, puisque je sais que si j'ai XRY, qu'est-ce que j'ai forcément? J'ai forcément YRX, donc j'ai plus besoin de me dire il faut que j'ai XRY et YRX. Si j'ai XRY, alors j'ai forcément XRX. D'accord? Donc vous voyez, là quand je combine les deux, ça me permet de dire si j'ai XRY, alors j'ai YRX et donc si j'ai XRY et donc que j'ai YRX par symétrie, j'ai donc XRX. Donc est-ce qu'elle est réflexive? Comment? Oui? Oui. Mais est-ce qu'on a tout le temps XRX ou est-ce que c'est conditionné à quelque chose? D'après ce que j'ai écrit ici, est-ce qu'il y a un petit détail qui conditionne le fait que j'ai XRX? Il faut que j'ai quoi pour avoir XRX? Alors, il faut que j'ai la symétrie, mais ça, c'est bien mes suppositions. Et ma supposition, c'est de dire si c'est transitif et que c'est symétrique, alors c'est réflexif. On doit avoir XRY. Vous voyez, d'après ce que j'ai conclu, j'ai dit si j'ai XRY, alors j'ai XRX. Ce n'est pas la définition de la transitivité. La transitivité, c'est j'ai XRX quoi qu'il arrive. Il ne faut pas que j'ai XRY qui conditionne ça. La transitivité dit pour tout X, j'ai XRX. Or là, ce que je suis en train de dire, c'est si j'ai XRY, et donc que j'ai YRX à ce moment-là, alors j'aurai XRX. Et donc, voilà le petit point de détail qui change tout. Parce que la transitivité dit j'ai XRX tout le temps, mais là, ma conclusion dit j'ai XRX pas tout le temps, j'ai XRX si j'ai XRY. Et donc, à partir de là, je peux construire une relation hop. Dans laquelle je fais en sorte de ne pas avoir X et Y tout le temps. Regardez. Je fais ça, et puis aussi pour qu'elle soit transitive sans vous arnaquer. Alors, je vais dire aussi que j'ai 0, 1. Donc, comme j'ai 0, 1, je dois avoir 1, 0. OK. On va dire aussi qu'on a... donc là, elle est symétrique. On va dire aussi que si j'ai 1, 2. Donc, si j'ai 1, 2, j'ai 2, 1. Tout va bien. Et donc, comme j'ai 0, 1, que j'ai 1, 2, bah, j'ai 2, 2, donc tout va bien, ça aussi. Comme j'ai 2, 1 et que j'ai 1, 0, il faut que j'ai 2, 0. Si j'ai 2, 0, il me faut aussi 0, 2. Je pense que tout va bien là. Alors, cette relation, est-ce qu'elle est transitive? Elle est transitive, effectivement. Je me suis débrouillé pour qu'elle soit transitive. Bon, si j'ai oublié un élément, excusez-moi, vous le rajouterez. Est-ce qu'elle est symétrique? Oui. Est-ce qu'elle est réflexive?
Ah, vous ne devriez pas me répondre ça. Au début du cours, on a dit que pour décider si elle était réflexive, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il y a un élément qui vous manque pour savoir si elle est réflexive. Au début du cours, vous étiez d'accord avec moi. Vous avez dit, ah oui, il faut qu'on regarde ça aussi. On a 0, 0, 1 et 2, 2. Comment? On a 0 en relation avec 0, on a 1 et 1. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça vous permet de conclure si elle est réflexive? Oui, si elle est réflexive. Il faut connaître l'ensemble de définitions, et je ne vous ai pas donné l'ensemble de définitions. L'ensemble sur lequel se passe ma relation. Et mon ensemble de définitions A, ben c'est 0, 1, 2, 3. Est-ce qu'elle est réflexive? Eh bien non. Donc là, vous avez un exemple en fait d'une relation qui est transitive, symétrique et pas réflexive. Parce que en fait, comme vous n'avez pas mis 3 dans le jeu, d'accord, vous n'avez pas du 3RY. Et donc, comme il ne rentre pas dans votre relation, votre 3, il ne va pas du tout être pris en compte dans votre relation. Si par contre on avait 3 en relation avec quelque chose, par exemple 3,1, ben là tout de suite, comme on a 3,1, on aurait 1,3. Et avec la transitivité, comme on a 3,1 et 1,3, on devrait avoir 3,3. Et bim, elle est réflexive. Mais tant qu'on ne fait pas rentrer 3 dans le jeu, eh ben, on peut avoir une relation symétrique, parce que symétrique, ça ne regarde pas c'est pas tous les éléments qui doivent être concernés. C'est ceux qui sont dans la relation, les paires dans la relation. Si on a x et y, on doit avoir y et x. Donc, ça marche. Elle est symétrique. Elle est aussi transitive, parce qu'on ne regarde que la relation. Mais par contre, la réflexivité, il faut regarder l'ensemble de départ. Et là, en fait, l'ensemble de départ, je vous ai un peu triché, puisque je ne vous ai pas dit au début ce que c'était, et je rajoute un élément qui n'apparaît pas dans la relation. Donc voilà un exemple d'une relation transitive symétrique et qui n'est pas réflexive. Mais par contre, si votre relation est transitive symétrique et que tous les éléments y apparaissent au moins une fois, ben là, vous pouvez être assez sûr qu'elle va être réflexive. Donc vous voyez, on arrive des fois à trouver des portes de sortie, mais en général, on peut accepter le fait que la réflexivité arrive quand même souvent quand on a la transitivité, la symétrie, et qu'on n'a pas des petits pièges du genre « Ah tiens, j'ai un élément qui apparaît jamais dans ma relation », et ben dans ce cas-là, vous pouvez avoir la réflexivité. Mais donc, la preuve, elle est fausse, par le fait que si j'ai x et ry, alors j'ai y et rx, et à ce moment-là, je peux montrer que j'ai x et rx. Oui, c'est vrai, mais je n'aurais pas montré que j'ai x et rx pour tous les x appartenant à mon ensemble de départ. J'ai montré que j'ai x et rx pour tous les x apparaissant dans ma relation. Voilà. Voilà, bon, ça c'était le petit truc rigolo. Rigolo. Tout dépend de votre sens de l'humour, mais... Ok, donc l'exercice 6, c'est vu aussi. Tiens, une question rapide, l'exercice 9, parce que le but aussi c'est de terminer la feuille de départ. J'essaie de retarder l'exercice 8 au maximum pour que vous soyez bien chaud. Dans Z, muni de la relation d'ordre usuel, inférieur ou égal, c'est quoi les parties filtrantes de Z? Rappelez-vous, les parties filtrantes, c'est les sous-ensembles qu'on peut construire de Z, tels que, quels que soient les paires d'éléments qu'on prend dans ce sous-ensemble, on en a un troisième dans ce sous-ensemble qui est plus grand que chaque élément de notre paire. Donc vous prenez l'ensemble des nombres entiers, enfin, avec les nombres négatifs, et vous prenez n'importe quel sous-ensemble. Est-ce qu'il est filtrant? Oui, oui en fait. Donc en fait, dans Z, tout sous-ensemble est filtrant. Est-ce que c'est un ensemble ordonné complet? Alors là, il faut regarder la définition de l'ensemble ordonné complet. Alors c'est quoi l'ensemble ordonné complet? Toc, toc, toc. Donc ça, un ensemble ordonné. Je me demande s'il ne répond pas à ça. Tiens. Donc un ensemble ordonné, c'est pas ça. Voilà, un ensemble ordonné, c'est toujours pas là. Voilà. Un ensemble ordonné complet est un ensemble ordonné, donc un ensemble muni d'une relation d'ordre, tel que toute partie filtrante possède un suprémum. C'est-à-dire que vous prenez une partie filtrante et vous avez un suprémum. Et un suprémum, c'est quoi? On revient en arrière, mais c'est ce que vous imaginez en fait. C'est un élément
toc, 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 voilà, un élément de Z hein, qui va être plus grand que tous les éléments de votre sous-ensemble. Donc c'est un maximum en fait, votre suprémum. C'est un élément mais qui n'est pas forcément dans votre partie filtrante et qui est plus grand que tout élément de votre partie filtrante. Est-ce que dans Z, quel que soit le sous-ensemble qu'on prend, on peut toujours trouver un maximum? Prenez par exemple le sous-ensemble 0, 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous trouvez un maximum? Vous avez, alors, il n'y a pas que 4 comme maximum. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez 4, vous avez 5, vous avez 6, vous avez 7, vous avez 8, vous en avez tout plein. Mais par contre, ils disent bien le suprémum, c'est le plus petit de toutes les bornes supérieures. Donc les bornes supérieures, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et le plus petit de tout cela, c'est 4. Donc le suprémum, c'est 4. Bon. Prenez 0, 7, 10, 15, 21. Est-ce que vous avez un suprémum là-dedans? 21. Alors, est-ce que tout sous-ensemble que je construis, on peut lui trouver un suprémum? Alors, prenez l'ensemble des nombres pairs. C'est quoi son suprémum? Et voilà. Donc, il n'y en a pas. Donc, en fait, ça ne marche pas pour Z parce que vous pouvez construire des sous-ensembles infinis. Et à partir du moment où vous pouvez construire des sous-ensembles, mais infinis en taille, vous n'allez pas pouvoir définir un suprémum. En tout cas, dans Z. Dans R, vous pouvez construire des éléments infinis, comme 0, 1, mais vous pouvez trouver un suprémum. Mais là, dans Z, vous ne pouvez pas. D'accord? Donc, c'est là le piège, en fait. C'est de dire que malgré que toute sous-partie soit bien filtrante, c'est-à-dire que quels que soient les... Parce que l'ensemble des nombres pairs, par contre, c'est bien une partie filtrante. Vous pouvez prendre deux nombres pairs, et ces deux nombres pairs, vous pouvez trouver un élément dans les nombres pairs qui est plus grand que ces deux nombres pairs. Si vous prenez A qui est pair et B qui est pair, quel élément vous pouvez construire qui est dans l'ensemble des nombres pairs et qui est plus grand que A et plus grand que B? Alors, ça c'est vrai si vous êtes dans les entiers positifs. Étant donné que là, on peut avoir des négatifs et des positifs, A plus B, on n'est pas très sûr. Mais en tout cas, max de AB, voilà, donc c'est soit A, soit B, vous êtes sûr que c'est plus grand que A et que B. Et ça fait partie des nombres pairs aussi, puisque c'est soit A, soit B qui sont tous les deux des nombres pairs. Donc en fait, là, le piège des sous-ensembles ordonnés complets, c'est que pour qu'ils soient complets, etc., il faut qu'à chaque fois vous ayez un suprémum pour chaque partie filtrante, et vos parties filtrantes, des fois, elles peuvent être infinies. Et donc là, vous ne trouvez plus de suprémum. Donc là, dans Z, ça ne marche pas. C'est pas un ensemble ordonné complet. Oui? Si on prend l'ensemble des nombres pairs comme 2K, et après on définit le supplément comme 2K plus 1. Alors, ça marche. D'accord. Et vous voulez dire, prenez donc, ok. Vous prenez l'ensemble des nombres pairs. Ok? Et vous dites, bon, ben, je prends un K hein, et je trouve 2K plus 1. Et donc vous dites, ben, ça c'est un suprémum de mon ensemble des nombres pairs. Ben oui, mais le problème c'est que 2K plus 2, c'est plus grand que 2K plus 1. Vous êtes d'accord? Et 2K plus 2, c'est un nombre pair. Donc j'en ai trouvé un plus grand que votre 2K plus 1. Donc le problème c'est que vous ne pouvez pas construire votre 2K plus 1, parce qu'en fait votre K, il est égal à l'infini dans votre histoire. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Ok. Donc, exercice 9, ça c'est vu. Et on va attaquer l'exercice 8. Alors, bon, l'exercice 12, j'aurai certainement pas le temps de l'attaquer. Hein, je vous le laisserai, ça. Mais on va attaquer donc l'exercice 8. Les fonctions continues. Alors, la continuité, ça je l'avais dit déjà la semaine dernière, la continuité dans ce cours, hein, ça n'a rien à voir avec la continuité que vous avez vue en terminale, tout ça. La continuité a une définition très différente. Le but, hein, c'est d'essayer de construire une définition de la continuité qui marche pour les fonctions travaillant sur des ensembles. C'est-à-dire qui prend des ensembles et transforme ça en d'autres ensembles. C'est là où il faut essayer de construire une continuité. Alors, la continuité, elle est définie ici. La continuité... Alors, si vous allez regarder les vidéos de la semaine dernière, j'ai déjà joué un petit peu avec cette histoire de continuité en montrant qu'une fonction continue est forcément monotone. Et j'ai montré un petit peu comment jouer avec. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas regardé, d'aller le regarder, ça vous permet un peu de maîtriser la continuité. Alors, la continuité, vous l'avez. Donc ça, c'est les fonctions monotones.
Voilà. Alors, une fonction est continue si, donc une fonction de P dans P, elle est continue si, quelle que soit la partie filtrante qu'on lui donne à cette fonction, elle la renvoie dans une autre partie filtrante. Donc si A est une partie filtrante, f de A, c'est aussi une partie filtrante. Bon, d'accord. Et surtout, si le suprémum de l'ensemble f de A, donc l'élément le plus grand de f de A, c'est la même chose que le suprémum de A transformé par la fonction f. D'accord? C'est ça la continuité. Donc il faut, c'est vraiment le point important, c'est de dire que une partie filtrante A, quelle que soit la partie filtrante que je prends, quand je regarde ça transformé par f, et je regarde le suprémum de cette transformée, donc ça me donne un élément, il faut que ce soit la même chose que si j'avais pris simplement A, j'avais pris son suprémum, et ce suprémum, je le transforme par f. Voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas qu'elle commence à dire, ah bah tiens, si ça c'est un plus grand élément dans... Il faut que mon plus grand élément dans A, quand je le transforme, ça reste le plus grand élément de f de A. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que ça s'amuse à commencer à inverser des ordres de grandeur, etc. entre les éléments. Ok, alors cette définition, on va la copier. Ça, c'est la définition. Donc, je suis dans un ensemble ordonné complet, déjà. Donc, ce qui veut dire que toute partie filtrante, qu'est-ce qu'elle a si je suis dans un ensemble ordonné complet? Elle a un suprémum, ce qui me permet justement d'avoir ce genre de truc. Sinon, je n'ai pas de garantie qu'il y ait des suprémums qui existent. Donc, je suis dans un ensemble ordonné complet, donc pas dans Z déjà, parce qu'on a vu que Z, muni de la relation d'ordre, ce n'était pas un ensemble ordonné complet. Je suis donc dans un ensemble ordonné complet, il y a des suprémums pour toute partie filtrante, et ma fonction est continue si, quand on lui donne une partie filtrante, elle la transforme en une autre partie filtrante, et quand je regarde le suprémum de cette partie filtrante et que je le transforme par f, eh bien, cette transformation, ça devient le suprémum de f de A. C'est ça une fonction continue. Bon. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est si on a G qui est continu, et f continue, alors, on veut montrer que f rond G, ou c'est peut-être G rond F, tel que posé dans votre exercice 8, que je reprenne exactement la même... Non, oui, c'est G rond F. Donc, G rond F continue. Il faut démontrer ça. Bon. Alors, pour démontrer qu'une fonction est continue, il faut démontrer deux choses. La première chose à démontrer, c'est ce que je surligne en vert, c'est que cette fonction, quand on lui donne une partie filtrante, elle nous recrache une autre partie filtrante. Et l'autre chose à démontrer, c'est l'histoire des sup. Et de dire que cette fonction, quelle que soit la partie filtrante que je lui donne, quand je regarde le suprémum de la transformée de la partie filtrante, enfin, quand je regarde le suprémum de cette partie filtrante, comment il est transformé, il faut que ce soit le suprémum de la transformée de la partie filtrante. Donc, le petit truc en orange. Alors, on va attaquer sur 1 et on veut montrer que, montrons, que si A inclus dans P est filtrante, alors G rond F de A, ça doit être quoi? La transformée de A par G rond F, il faudrait que ce soit quoi? Une partie filtrante aussi. C'est déjà la première chose dans une fonction continue. Quand on lui donne une partie filtrante, elle nous recrache une partie filtrante. On sait que G est continue, donc quand on lui donne une partie filtrante, elle nous recrache quoi? Une partie filtrante. F est continue, donc quand on lui donne une partie filtrante, qu'est-ce qu'elle nous recrache? Voilà, G rond F, pour qu'elle soit continue, si on lui donne une partie filtrante, il faut qu'elle nous recrache quoi? Une partie filtrante. Voilà, G rond F de A est filtrante.
Bon, alors G rond F de A, c'est G de quoi? C'est G de F de A. Ok. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on va regarder? On sait que A, par hypothèse, j'ai dit, si A est une partie filtrante. Donc A est une partie filtrante. F de A, je peux en déduire quoi? Je peux en déduire que? Alors qu'il a un maximum, mais là, ce qui m'intéresse, c'est savoir si c'est filtrant ou pas. Est-ce que F de A, je peux dire que c'est filtrant? Et si je peux le dire, pourquoi je peux le dire? Et si je ne peux pas le dire, pourquoi je ne peux pas le dire? Alors F, elle a quoi comme, d'après mes hypothèses, F, elle est quoi? Elle est continue. Donc si je lui donne une partie filtrante, qu'est-ce qu'elle me recrache? Donc F de A, filtrant ou pas? Elle est filtrante. OK? F de A, elle est filtrante. Alors, je vais l'écrire en toutes lettres. Alors, comme F, je suis passé en rouge, désolé. Hop, comme F est continu, F de A est filtrante. F de A, comprenez que c'est un ensemble. C'est plus la fonction F, c'est un ensemble, c'est la transformée par F de l'ensemble A. Et je sais que quand je lui donne une partie filtrante, ça me redonne une partie filtrante. Donc qu'est-ce que je peux en déduire sur G de F de A? C'est filtrant aussi, pourquoi? G est continu et que F de A est une partie filtrante. Comme G est continu, G de F de A est filtrante, car, je le répète, est filtrante. Donc pour conclure, si A est une partie filtrante, G de F de A est quoi? Est filtrante. Donc j'ai démontré la première chose. J'ai démontré que G rond F, quand on lui donne une partie filtrante, elle nous recrache une partie filtrante, ce qui est la première chose que doit faire une fonction continue. Donc on est sur la bonne voie de démontrer que G rond F est continu. Donc, si A est filtrante, nous avons bien G rond F de A filtrante aussi. Parfait. On va s'attaquer au deuxième morceau. Mais vous voyez déjà que montrer que c'était des parties filtrantes, ce n'est pas compliqué. On se base uniquement sur le fait que G et F sont des fonctions continues. Donc on n'a même pas besoin vraiment d'essayer de maîtriser ce que veut dire partie filtrante. Il suffit simplement de savoir que le fait qu'une partie est filtrante est préservé par l'application de la fonction continue. Et en fait, ça va être la même chose pour l'histoire des suprémums. Donc il va falloir maintenant montrer que... Donc montrons quoi maintenant? Que si A est filtrante, qu'est-ce que l'on a? On doit avoir le suprémum de F rond G, G rond F. Donc quand je prends A que je le transforme par G rond F, j'ai une nouvelle partie filtrante, et le suprémum de cette partie filtrante, il faut que ce soit quoi? Il faut que ce soit le suprémum de A qui soit transformé par G rond F. Il faut que ce soit la même chose. Donc je prends le suprémum de A, et juste lui, je le transforme par G rond F, et ça doit me donner le suprémum de G rond F de A.
D'accord? Ça, il faut que je le montre. OK. Alors déjà, je vais m'interroger. Donc là, si je commence à regarder ici, non, je vais plutôt regarder, lequel je vais regarder? Celui-là, pardon. C'est celui-là qui m'intéresse. Donc ça c'est G de F de sup de A. Vous êtes d'accord avec ça? Quand je décompose, c'est sup de A que je transforme par la fonction F et que je transforme par la fonction G. Oui? OK. Donc G de F de sup de A. Ça peut être égal à quoi, étant donné que F est continu? Donc comme F est continu, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, vous avez la définition de ce qui se passe quand F est continu. Sup de F de A, je peux en fait inverser l'opérateur sup et l'opérateur F quand une fonction est continue. Voilà, on peut résumer les choses comme ça. On peut inverser la fonction sup et la fonction F. Donc ici, sup et F, je peux les inverser, parce que la fonction est continue. Donc c'est égal à G de sup de F de A. Car F est continu. Ça, c'est parce que F est continu. Le but pour démontrer la propriété que j'ai là, hein, il va falloir évidemment que j'utilise le fait que F et que G sont continus. Donc ici, j'ai commencé par utiliser le fait que F est continu. Et comme c'est continu, eh ben, donc ce G de F de sup de A, je peux inverser le F et le sup. Et ça me donne G de sup de F de A. J'ai commencé. Est-ce que je peux continuer à faire ce genre d'inversion? Et pourquoi je peux le faire? Parce que G, oui, tout à fait, G est continu. Je suis désolé avec les masques, des fois j'ai du mal un petit peu à vous entendre. Effectivement, je peux dire ça parce que G est continu, donc je peux encore inverser sup et G. Donc G de sup de F de A, c'est égal à sup de G de F de A, car G est continu. Et sup de G de F de A, si je le réécris, c'est G rond F, tout à fait, c'est sup de G rond F de A. Donc j'ai montré que ça, c'est égal à ça. Or, ce truc-là, c'est quoi? On l'avait écrit sur la page précédente, c'est G rond F de sup de A. Donc j'ai démontré que G rond F de sup de A, c'était égal à sup de G rond F de A. Donc, j'ai démontré la propriété. Et donc, qu'est-ce que je peux en conclure? Donc, on a bien G rond F de sup de A qui est égal à sup de G rond F de A. Et donc, conclusion. Voilà.
Et voilà. Donc voilà pourquoi je gardais cet exercice vraiment pour la fin, parce qu'il est un petit peu plus théorique que les autres. Il fonctionne sur la continuité, mais ça vous permet de comprendre un peu ce que fait la continuité. La continuité, ça vous permet d'inverser l'opérateur sup et l'opérateur f d'ordre, de position. Et ça vous montre surtout que ça préserve, le fait d'appliquer une fonction continue, préserve en fait, entre guillemets, son suprémum. C'est-à-dire quand j'applique une fonction continue à un ensemble, alors ça ne préserve pas exactement son suprémum, mais ça va faire que le suprémum du nouvel ensemble, ce sera le suprémum de l'ancien ensemble transformé par f. Autrement dit, donc vous avez un ensemble A, ça c'est A, là vous avez le sup de A, vous faites une transformée de A par f, et ça vous donne un nouvel ensemble f de A, donc si f est continu. Si f est continu, donc vous avez votre ensemble filtrant A, et vous avez son suprémum en vert. Vous transformez cet ensemble par la fonction f. La fonction f, vous trouvez que ça vous donne f de A, cet ensemble rouge. Et vous regardez maintenant son suprémum. Là, le suprémum de f de A. Eh bien, chose amusante, ce suprémum, en fait, c'est la transformée de l'ancien suprémum par f. Ce n'est pas autre chose. C'est l'ancien suprémum transformé par f qui donne ce nouveau suprémum. Parce que f est continu. Si elle n'était pas continue, ça pourrait être en fait un autre élément qui n'était pas le suprémum qui devient maintenant le suprémum. Mais quand elle est continue, eh ben, c'est l'ancien suprémum qui devient le nouveau suprémum. Oui? Comment? Pourquoi on doit démontrer la première partie? Ben, il faut que vous démontriez, si votre fonction ne transforme pas une partie filtrante en une autre partie filtrante, elle ne peut pas être continue. Donc, le problème, en fait, c'est ça. C'est de démontrer, voilà, vous devez montrer que sup de g rond f de A, il faut démontrer que c'est définissable. Or, sup de g rond f de A, pour que ce soit définissable, le sup, il prend en entrée, ce truc-là, ici, pardon, je devrais indiquer ici. Ah, je vais prendre ça. Vous voyez, ce sup de g rond f de A, ce g rond f de là, enfin, l'opérateur sup, il prend en entrée que des parties filtrantes. Donc, si g rond f de A, ce n'est pas une partie filtrante, vous n'avez même pas le droit de le mettre dans l'opérateur sup. Donc, vous démontrez d'abord que ça prend une partie filtrante et ça recrache une partie filtrante. Et une fois que vous avez démontré ça, vous allez dire, bon, ben maintenant, je peux mettre l'opérateur sup. Eh bien, voilà qui termine notre cours.